Bonjour à toutes et bonjour à tous, amis zombies, sorcières et autres démons en tout genre. Bienvenue dans Love & Geek, le podcast autour de la culture geek où l'objectif est d'être subjectif. Aujourd'hui c'est Halloween et on vous propose un format démoniaque. Avant d'ouvrir la porte des enfers, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. On est présent sur les plateformes d'écoute de podcasts habituelles comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et bien d'autres. N'hésitez donc pas à vous abonner à Love & Geek et pensez à activer les notifications. Vous êtes bien évidemment invités à partager vos impressions et vos idées dans les commentaires. On vous a prévu des surprises pour cet épisode et on vous invite à frissonner avec nous autour du thème d'Halloween en sortant de l'ombre nos œuvres les plus cultes. La tension va monter en puissance en démarrant au niveau bisounours jusqu'à gravir la dernière marche du niveau cauchemardesque. Pour ce faire, j'ai en ma compagnie 2 cavaliers de l'apocalypse. Si j'étais un vampire, elle serait ses crocs serrés. Si j'étais un loup-garou, elle serait la pleine lune. Et si j'étais un enfant assoupi, elle serait le cauchemar qui hante ses nuits. Chaton, aujourd'hui, a pris son courage à 2 mains et reste fidèle au poste. Hello Chaton. Coucou, ça va ? Bah écoute, moi ça va plutôt pas mal, c'est plutôt à toi qu'il faut demander ça parce que je sais que c'est pas forcément ton exercice favori, hein, les œuvres horrifiques, donc est-ce que toi quand même tu as une ambiance qui serait parfaite pour apprécier une bonne œuvre d'épouvante ? Eh bien écoute, je dirais pas que je ne parlerai pas d'œuvres d'épouvante parce que pour moi c'est vraiment trop pour mon petit cœur. Mais par contre, effectivement, quand ça frissonne un petit peu, j'aime bien déjà faire ça soit en automne, soit en hiver. Comme ça il pleut, il y a un temps tout pourri, on se cale sous le canapé avec un plaid et avec un bon verre de vin. Je te reconnais bien là. Place maintenant à la toute première surprise de la soirée. Il est le pentagramme démoniaque d'un hôtel occulte, le sourire diabolique d'une divinité des ténèbres. J'ai nommé Chichi, notre expert en épouvante. Bienvenue mon Chichi. Bonjour Chaton, bonjour Plume. Eh ben merci beaucoup de m'avoir invité, c'est la première fois, je suis hyper ravi de parler avec vous. Eh ben je sais que t'es bouillant et c'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous. C'est hyper sympa et courageux de ta part aussi de te prêter au jeu. Du coup, si t'es là, c'est pas par hasard, hein, je te connais un petit peu. Et toi qui es friand de ce type d'œuvre, c'est quoi ton ambiance idéale pour savourer pleinement ce moment ? Alors moi personnellement je pense déjà faut être quand même dans un bon mood parce que les films d'horreur, si possible voir le soir ou en après-midi en fermant bien les rideaux, pas de bruit parasite. Alors les portables on les éteint, mettre le volume sonore à fond et le petit plus c'est être entre amis. Parce que pour moi, c'est comme une comédie. Plus il y a de monde, plus on rit. Franchement, j'adore cette petite présentation. Et je suis complètement d'accord avec toi parce que pour ma part, si je dois être tout à fait honnête, moi, je vais l'apprécier avec une bonne bande de potes. Oui. J'avoue que tout seul, je suis un petit peu le bonhomme quand même, mais je préfère le regarder à plusieurs que tout seul. Donc, je te rejoins un petit peu là-dessus parce qu'en vrai, je suis un peu une flippette. Et comme ça, tu transformes un petit peu tout en comédie d'épouvante, tu vois, quand tu rigoles, ça passe toujours un petit peu mieux. Du coup, écoutez, c'est entre copains qu'on vous présente cette émission Love & Geek qui célèbre Halloween. C'est parti, jingle. Alors demain, quoi qu'on fasse, surtout je t'en supplie, essaie d'avoir plus de mots de vocabulaire. Faut que ce soit green, ok? Afin de se mettre dans l'ambiance, je vous propose de débuter avec un petit jeu horrifique pour vous tester un peu. Est-ce que vous êtes prêts ? Bah écoute, on va dire que oui, même si tu as refusé de nous donner les questions pour qu'on se prépare un peu. Donc, tout peut se passer. Je suis très prêt, vas-y. Allez, c'est parti. Alors, je vous ai fait une petite mise en situation, des petits moments qu'on retrouve dans les œuvres horrifiques, dans tout ce qui peut se passer, où on s'est dit, tiens, est-ce que j'aurais réagi comme ça ? Est-ce qu'ils ont été si intelligents ? Est-ce qu'ils ont été des gros nazes ? Et vous verrez que je pense que quand on se prête au jeu, c'est pas si facile que ça. Première question, première situation, on plante le décor. Tu te retrouves en pleine épidémie de zombies. Tu as le choix entre 4 armes. Qu'est-ce que tu prends et pourquoi parmi ces 4 propositions ? Première proposition, le couteau. Deuxième proposition, le lance-flamme. Troisième proposition, le revolver. Et pour finir, l'arbalète. Chaton, je t'écoute. Ah bah moi, ça sera forcément l'arbalète parce que je voudrais être comme Daryl dans Walking Dead
et me déplacer comme si j'avais 4 grammes. Avec des grosses cernes. Voilà, exactement. Donc je pense que c'est vraiment la meilleure arme parce que ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux tuer de loin. Et c'est réutilisable. Exactement. Pas mal. Et surtout, ça fait pas de bruit. Donc comme ça, tu ne peux vraiment pas te faire capter par ces fichus zombies. Très bon choix. Et toi, Chichi? Je suis complètement d'accord avec toi, chaton, hein, sur tous les points, parce que c'est vrai que l'arme à feu, ça fait du bruit, tu peux louper, les balles sont limitées, le lance-flamme, c'est toujours très impressionnant. C'est un peu kiffant quand même. C'est très kiffant, mais est-ce que c'est vraiment utile? Je ne pense pas, c'est lourd. C'est pour une espérance de vie un peu légère, tu vois. tu pars avec les honneurs. Et le couteau, ça demande un peu trop de corps à corps. Et le couteau, ouais, il faut être quand même très bon en Krav Maga. Ah mais moi j'aurais choisi le couteau, tu vois. T'es en mode Resident Evil, tu vois, t'as plus de balles, t'as ton couteau qui est là. L'arbalète, tu loupes ton tir, faut recharger, faut machin. Moi, j'aurais pris le couteau. Voilà. Ok. Ok, Mais, ça se défend. Peut-être mais que je ça serais se mort en défend. premier avec mon petit canif, mais j'aurais pris le couteau. Deuxième mise en situation, on plante le décor, ton boss te propose une super opportunité et un salaire multiplié par 3. Tu dois cependant intégrer un logement de fonction dans un manoir bâti au-dessus d'un ancien cimetière et les occupants précédents sont partis du jour au lendemain sans laisser de traces. Que fais-tu? Tu acceptes? Tu refuses? Tu acceptes à condition d'avoir un ou une collègue en coloc avec toi, tu refuses et tu démissionnes de cette boîte un peu trop louche. Bah moi j'accepte à condition d'avoir un coloc avec moi. Ok, parfait. Histoire de te rassurer. Bah histoire que si jamais il y a quelqu'un qui doit être possédé, ce soit lui le premier. Ok. Ah bon, d'accord, toi tu laisses d'abord les amis se faire tuer avant Ouais, mais toi, je pense quoi. que j'anticipe Ok, ces prochaines réponses ok. aussi. Tu vois. Et toi, mon chichi? Ah, moi je suis complètement aussi encore une fois d'accord avec toi chaton. Mais c'est vrai que voilà, on a vu dans tous les films d'horreur, hein, ça se passe toujours très mal quand tu es tout seul, ou sinon je n'accepte pas la mission, tout simplement. Oui, parce qu'il faut pas accepter un truc comme ça. Bah C'est attends, hyper louche. c'est juste au-dessus d'un cimetière, les gens ils sont partis, mais peut-être parce que je sais pas, ils avaient pas payé leur loyer quoi. Ok, tu n'as pas assez regardé de films d'horreur, je pense. Mais j'accepte ta réponse. Très bien, ça me va. Troisième mise en situation, un pote sonne à ta porte en pleine nuit. À travers le Judas, il te dit qu'il s'est fait mordre par un truc étrange. Il ne se sent vraiment pas bien et a la respiration rauque. Tu lui ouvres et tu le soignes. Tu lui ouvres et tu lui plantes un truc dans la tête. Tu lui dis que tu y arrives, mais en fait tu fermes tout à clé et tu appelles à l'aide. Tu lui dis que tu arrives, mais en fait tu fuis discrètement par la porte de derrière. Alors moi je pense que ma première réaction, la réaction la plus logique, ça serait de fuir par derrière, mais je pense que dans le stress, je m'enfermerais et j'appellerai à l'aide. Ok. Et toi, Chichi? Alors moi personnellement, je l'aide à 100%. Je sais que c'est un peu, comparé à tous les films d'horreur, pas forcément la bonne chose qui est à faire. Mais moi, un copain, c'est un copain, donc je pourrais mourir avec lui. Ouais, quitte à être zombie, autant Que- être à deux, tu vois. Voilà, au moins on rigole, on kiffe à deux. Ok, ça me va. Dernière petite mise en situation pour finir de se mettre dans l'ambiance. Tu pars avec ton ou ta conjointe rejoindre un groupe de potes en vacances dans un Airbnb au milieu de la forêt. Vous décidez, comme par hasard, d'arriver en pleine nuit pour éviter les bouchons et la voiture tombe en panne. L'appartement n'est plus qu'à 1 heure de marche. Je rappelle, on est en pleine nuit. Il n'y a plus de réseau. Qu'est-ce que tu fais? Petit 1. Vous finissez le trajet tous les deux en marchant à la lumière du téléphone. Tu envoies ton ou ta conjointe rejoindre les autres pour revenir te chercher avec leur voiture. Tu pars seul et laisses ton ou ta conjointe surveiller les affaires. Tu dors dans la caisse, pas grave si ça inquiète tout le monde. Moi, je pense que je fais, c'est que d'abord, j'insulte mon conjoint pour lui dire qu'il a Pour pas le manque fait d'organisation. plein. Exactement. C'est une situation qui aurait pu arriver en vrai. Et après, moi, je dors dans la caisse. Ok, je pensais que t'allais dire ça aussi. Et toi, Chichi? Alors moi, d'après mon expérience de tous les slashers, il faut jamais diviser une équipe, faut qu'on soit tout le temps ensemble. C'est vrai. Donc soit je reste avec mon partenaire, ou soit on part ensemble. La chose à ne jamais faire, c'est se diviser. Et ouais, on peut pas diviser pour mieux régner, faut se regrouper pour mieux survivre en fait. Et bah écoute, j'aime vos réponses. Je pense que on a quand même une bonne cohésion d'équipe, on a quand même quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Et toi, Floum, tu aurais fait quoi? Alors moi, honnêtement, j'aurais dormi dans la caisse. Il y a le chaton qui est en train de se faire poignarder à côté. Elle est en train de se vider de son sang. Il y a un moment donné, tu pars en groupe. Il y a quelque chose qui va faire que tu vas te séparer.
Moi, je pense que tu dors dans la caisse et au pire, tes potes, s'ils sont vraiment inquiets, c'est eux qui viendront à Et toi. qui meurt. Et qui mourront peut-être avant toi. Excuse-moi, ça me fait juste penser à la fin d'un film d'horreur qui s'appelle The Mist. Ouais, C'est par un roman de Stephen King, c'est une Oui. adaptation. exact. Et la fin, je vais pas trop spoiler, mais Tu peux, on fait que ça tout le temps. Donc Faut vas-y, juste laisse-toi dire que tu faire. vas spoiler, en Voilà, fait. mais tu le dis une fois, mais après ça vaut pour tout le reste. Donc vas-y, balance. spoil. À la fin, tous les protagonistes sont dans une voiture, et là, je laisse le suspense. Eh ben, écoute, on pourra aller vérifier ça tout à l'heure. Maintenant que le décor est planté, je pense qu'il est temps qu'on se lance dans le débat. Vous verrez, nous n'avons pas du tout les mêmes niveaux de tolérance et de classification. Et oui, je le rappelle, ici l'objectif c'est d'être subjectif, donc chaton, nous te laissons ouvrir le bal et passer la porte du niveau bisounours. Eh bien écoute, le niveau bisounours, c'est bien sûr mon niveau préféré, parce que c'est celui où j'ai juste des petits guillis dans le ventre, donc tout roule. Et moi, j'aimerais vous parler d'une œuvre que j'adore, dont j'ai déjà parlé dans d'autres podcasts. C'est Harry Potter, mais je vous parlerai surtout d'un tome qui est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, qui est un de mes tomes préférés, parce que déjà, il y a mes 2 personnages préférés qui sont Remus Lupin et Sirius Black. Et c'est vraiment le tome qui est le plus spooky. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le spooky ? Pas mal. Le spooky, c'est une atmosphère qui va être sinistre, qui donne la chair de poule, et c'est un thème qui convient très très bien à Halloween. Dans Harry Potter, Halloween est omniprésent et est plein de symbolisme. Parce que le 31 octobre, c'est déjà le jour de la mort de Lily et James Potter. Ça, c'est kiffant, les dates comme ça, Voilà. je trouve. Ouais. C'est également le moment où Harry, Ron et Hermione vont devenir vraiment amis parce qu'ils vont se battre, je ne sais pas si vous vous souvenez, contre Le le 31 troll. aussi. Exactement, Ok. le 31 octobre. Donc c'est le moment où ils vont devenir amis, qui vont vraiment avoir une aventure en commun et qui vont se rapprocher. Et c'est aussi le moment où Sirius Black va entrer à Poudlard en grosse fouine, quoi. Donc c'est vraiment une date qui est déjà hyper importante dans tous les tomes. Et le côté spooky, je trouve aussi d'Harry Potter et donc d'Halloween, c'est que en fait et surtout dans le prisonnier d'Azkaban, c'est qu'il y a vraiment à ce moment-là la première créature qui est issue du folklore de l'horreur, qui est le loup-garou. Qui est un des grands classiques de toute façon des œuvres d'épouvante. Exactement. Depuis très 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 longtemps. Et on peut aussi dire qu'il y a les détraqueurs qui apparaissent, qui ressemblent quand même beaucoup dans leur description à des squelettes. Donc c'est vraiment pour moi à ce moment-là des fantômes, des ça squelettes. fait très spectral effectivement. Et je trouve que c'est vraiment à ce moment-là, pour moi c'est un des tomes qui fait le plus peur, quoi, vraiment. Et je trouve que c'est très Halloween. Et également, un autre, je dirais une dernière petite anecdote qui me fait vraiment penser à Halloween, c'est que dans le tome 3, ils vont enfin avoir le droit d'aller à Préolard. Et Préolard, pour moi, c'est... Bonne bière au beurre. Exactement. Pour moi, Préolard, c'est la bière au beurre et c'est toutes les confiseries qu'il y a dans le magasin par lequel ils rentrent. C'est très automnal, l'ambiance. Et donc, du coup, pour moi, c'est vraiment un bonbon ou un sort, quoi. J'aime bien ce format livre, déjà, parce que moi, ça me fait penser... Alors, je vais faire un gros parallèle, ça n'a pas la même portée, ça n'a pas le même public, ni la même puissance, mais moi, ça me rappelle, quand tu me parles de livres un peu spooky, premier frisson, moi, ça me fait penser à Chair de poule. Oui, Tu c'est sais, vrai. les petits livres que tu avais c'était vraiment les premiers frissons de l'enfance, où tu découvrais des choses qui faisaient peur. Tu rentrais, tu passais un petit peu dans cet univers-là. Et moi, j'ai le souvenir. Alors, il y avait les films ou les séries, je sais plus, je pense que c'est des formats assez courts. Et je me rappelle, moi, d'un épisode sur la marionnette, où c'était une espèce de marionnette qui prenait vie et qui faisait des sales trucs, quoi. Et j'avais regardé ça chez un pote, mais laisse tomber, dans sa chambre, il y avait juste des pantins, quoi. C'était l'horreur. Personnellement, moi, Flume, c'était quand j'étais un peu plus jeune avec ma sœur. C'était sur Planète Donkey Kong ou KD2A. Donc ça fait entre guillemets un petit moment. C'était avec ma sœur. On se faisait tous les épisodes de Chair de poule. C'est excellent. Avec ce générique qui fait très très peur.
Et figure-toi que juste pour l'interview, j'en ai revu quelques-uns. Ça a un peu vieilli, mais ça fait Ça quand passe ou même... pas Ça passe. On peut les trouver en cherchant un peu mieux. Et tu l'as revu l'épisode du pantin? J'ai vu l'épisode du pantin, ouais. Alors, est-ce que j'avais eu raison de flipper ou franchement non? C'est assez enfantin, on va dire, on n'est pas sur du Chucky Ouais. en Ok. film d'horreur. Voilà. Ok, Mais c'est pour des enfants, je pense que c'est vraiment très bien pour s'initier à l'horreur. Ok, bon bah ça me décrédibilise pas trop. Merci de prendre soin de mon image. Merci beaucoup. Et bah tu vois, je poursuis sur le niveau bisounours. Moi je vais vous parler d'un jeu, parce que c'est pas facile, un jeu niveau bisounours sur le thème d'Halloween. Et moi j'avais passé des très très bons moments sur un jeu qui s'appelle Luigi's Mansion, qui était un jeu qui était sorti sur GameCube, où on incarnait Luigi, qui se retrouvait dans un manoir, et qui, par son petit aspirateur, devait aspirer les fantômes qu'il y avait dans ce manoir-là. Donc c'était vraiment pour les petits, et pour les grands, c'était hyper fun, mais je pense qu'un enfant, quand même, il trouve son compte de frayeur. je pourrais pas dire d'angoisse, mais ce petit stress, ces petits sursauts, parce que t'as quand même un univers qui est hanté. Ça mélange la vieille maison, le côté noir, parce qu'en fait tu éclaires les fantômes avec une lampe, etc. Et t'as vraiment un véritable croisement entre Ghostbusters et Nintendo. Tu pourrais pas mieux le décrire. Et je trouve que c'est un jeu qui reprend vraiment habilement la chasse aux fantômes, avec tout simplement beaucoup d'humour et beaucoup d'intelligence. Alors moi je vais juste appuyer un point, c'est sûr que sur Ghostbusters, donc SOS Fantôme en français, pareil, c'est très très bien pour commencer dans les films d'horreur, un bon film familial, avec aussi un peu cette espèce d'aspirateur que tu vas aspirer ils ont leur machine les comme fantômes. ça, là, tu vois. Il y a des fantômes, voilà, ça fait un petit peu peur, c'est très sympa, c'est jovial. Alors par contre je déconseille vraiment les dernières versions, il vaut mieux se concentrer sur les premières versions. Les reboots là, ou les remakes. Ouais, les derniers, c'est je pas. les ai pas vus, moi, ouais, pour bah c'est ça. pas possible. Ouais, non, j'ai bien Je fait. sais pas. Ouais, oula, moi j'ai perdu un peu trop de temps de ma vie sur ça. Ah, ok, d'accord. Il valait pas. Ouais, et puis des fois, il faut pas casser ces madeleines de Proust, il faut les laisser bien là où elles étaient. Mais les premières et les laisser versions, elles sont un tranquilles. peu vieillottes, les effets spéciaux. Bon, bah c'était 1984, mais c'est quand même plutôt pas mal. Et le générique Ah, qui nous fait tous Une danser. bande-son de malade. Ah, Ah, le un truc générique, de hein. fou. Je pense qu'on l'a tous dans la tête. Non, puis il y avait un joli casting, et puis à l'époque, c'était prenant, c'était le film familial. Je crois que tous les ans, il passait à la télé. Je crois bien, hein. C'était plutôt pas mal. En parlant de film, toi, Chichi, tu voulais nous parler de quelque chose également? Oui, bien sûr. Alors moi aussi en film Bisounours, qui est plutôt intéressant pour commencer un peu dans l'épouvante horreur, je vais vous parler d'un film Pixar. C'est Monstres et compagnie. Ah, stylé. Ah, Je c'est- l'adore, ces alors, animés. Ça, c'est sorti il y a un petit moment. C'est sorti en vrai en 2002. Je vous fais très rapidement le scénario. On est dans une ville de monstres. Leur énergie pour faire tourner leur bâtiment, l'électricité, EDF, c'est quoi. ouais, EDF. Voilà. EDF, c'est les cris des enfants. Ok. Donc chaque soir, t'as des monstres qui vont voir les enfants et qui vont leur faire peur, et plus ils crient, plus ils ont de l'énergie. C'est leur métier, quoi. C'est leur métier, c'est très marrant, et surtout ça nous fait penser à nos peurs enfantines. Le monstre sous le Oui, lit, Dans le placard. dans le placard. Dans le Voilà. placard, Dans tu le les placard. vénères, celui-là, le monstre Voilà, du placard. exactement. Les sorcières, c'est très intéressant, je pense que c'est pareil encore une fois un bon film familial à regarder. Ouais, t'as Hôtel Transylvanie qui est un petit peu comme ça. Bon, alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'Hôtel Transylvanie, à la fois, moi je trouve que c'est un des dessins animés qui fait le plus peur. Il y a vraiment des scènes où les monstres ils sont quand même un peu flippants. Mais par contre, il y a Ça fait vraiment peur. une. Bah, un peu quand même. Hôtel Transylvanie. Oui, attends, le moment. Avec le Dracula là qui danse et tout. Bah, Chacun justement, son niveau de... Justement, C'est vrai, à un pardon, moment, il excusez-moi. amène sa fille dans une ville dans laquelle il demande à des zombies de prendre la même tête que les humains. Et franchement, cette scène, pour moi, elle fait trop peur. Mais par contre, c'est ça ce que j'allais dire qui est bien, c'est que par contre, il y a vraiment un côté hyper fun parce que c'est hyper musical. C'est presque une comédie musicale d'ailleurs, Oui. mais Les bandes et, son sont très très cool. ouais, les bandes son sont vraiment chouettes et je trouve que c'est un dessin animé qui est vraiment pas mal. Tu vois, moi je trouve que ça, sur l'approche, tu vois, on a parlé de loup-garou, C'est on a vrai. parlé de fantômes, on a parlé de vampires. Je trouve que c'est toutes des vieilles légendes Mm. qui ont tellement été tournées dans l'enfantin, dans la dérision, que tous ces codes-là,
Maintenant, à part en faire des choses qui font rire ou des choses animées comme ça, je trouve qu'on a du mal à l'exploiter personnellement pour faire une petite Eh critique. ben moi, je suis pas d'accord. Je trouve que justement, Tiens donc. ah bah non, je suis pas d'accord. Parce qu'écoute, Rien ne va je plus. trouve que les vampires, les loups-garous, les elfes, tout ça, bah, ça va vraiment Ça fait pas inspirer peur. énormément de romans un peu Oui, fantastiques. C'est vrai qu'on a quelques exemples après qui Eh ben arriveront. écoute, Twilight, par exemple, c'est des vampires et des loups-garous. Oui, mais justement, c'est des croyances populaires qui sont censées terroriser les gens, mais maintenant ils l'utilisent comme des Twilight, quoi. Ouais, maintenant, être un monstre, c'est devenu sexy. Ouais, c'est devenu sexy, c'est C'est devenu vrai, c'est vrai. pas terrorisant, quoi. C'est, je sais pas. C'est vrai. C'est vrai qu'on s'éloigne un peu du On s'éloigne du Pardon. sujet. C'est ce niveau, c'est ce niveau bisounours qui me perturbe un petit peu. Je pense qu'il est temps de gravir les marches. Tata. On passe la porte du niveau frisson, et c'est toi, chaton, qui va continuer d'ouvrir le bal. Nous t'écoutons. Ok, très bien. Donc pour le niveau frisson, je vais monter un petit peu en gamme, enfin à mon échelle bien sûr. On valide. Et je vais vous parler de la série Netflix Mercredi, Cool. qui a été réalisée par Tim Burton. Donc c'est censé être une comédie horrifique. Donc c'est l'histoire de Mercredi Adams qu'on connaît tous, qui fait partie de la famille Adams et qui va intégrer la Nevermore Academy, qui est un collège maléfique et qui va enquêter sur une série de meurtres qui terrorisent la ville. Donc l'ambiance de l'école... Assez sombre d'entrée. Ouais. C'est assez sombre, le pitch, il est c'est assez sombre, effectivement. Ouais. Le pitch, il est assez sombre. L'école, je trouve qu'il y a un petit côté Poudlard d'ailleurs dedans. L'univers, il est très sombre au début, mais avec certaines petites touches hyper pop, ce qui fait qu'on va être à la fois sur une série un petit peu horreur, mais également, il y a beaucoup de codes qui appartiennent au teen movie. Moi, j'ai une mention spéciale pour cette série sur les décors, les costumes et les choix musicaux. Et mon bémol, je dirais que c'est que ce n'est pas une série pour les puristes du genre, ceux qui ont aimé l'ancienne famille Adams, parce que Mercredi, pour moi, c'est vraiment une gamine qui est un petit peu apathique, qui est moralement grise, qui est même méchante, alors que la Mercredi de Tim Burton, elle est un peu comme ça dans le premier épisode, mais à chaque épisode, elle se transforme un peu et devient de plus en plus une adolescente lambda, enfin quasi lambda. Et pour moi, ça reste quand même un plaisir et une très bonne série pour frissonner. Moi qui aime bien la famille Adams, c'est vrai que j'ai bien aimé l'univers, comment ils l'ont exploité. Parce que c'est vrai que la famille Adams, un peu pour nous, c'est un peu aussi notre jeunesse. Il y a eu des films, il y a eu des dessins animés. Oui, c'était repris. Et ils l'ont un peu remis au goût du jour, donc je trouve pas ça inintéressant. J'aimerais juste faire un point de plus sur le Tim Burton Universe. Ok. En gros, c'est tout l'univers de Tim Burton, tous les films qu'il a fait. Charlie à la chocolaterie, Édouard aux mains d'argent. Ah, c'est flippant, Édouard aux mains d'argent, moi. Quand tu vois sa tronche aussi, avec ses grands doigts ciseaux là, Les noces funèbres. tu lui donnes même pas l'heure. Les noces funèbres, Dark Shadow. À chaque fois, c'est un peu une ambiance Beetlejuice aussi, bien Oui. sûr. Ah bah ouais. C'est une ambiance assez horrifique, tout en ayant une réalisation assez légère. Je trouve ça quand même très intéressant, aussi pareil pour se lancer un petit peu dans le monde horrifique, sans non plus en faire des cauchemars. Et bah moi, tu vois, Beetlejuice me faisait faire des cauchemars, donc c'est déjà Mais attends, trop il était horrifique ultra pour moi. creepy. Ouais. Il a réussi à créer un univers où tu sais pas s'il faut en rire, tu sais pas s'il faut en avoir peur. Il est un petit peu comme un funambule, tu vois. Il est au milieu comme ça. C'est vrai. Il y a un univers hyper particulier et c'est assez kiffant à découvrir. Alors moi, c'est plus sur le côté teen movie que je vais rebondir. On parle d'école, on parle de choses qui font un petit peu peur. Alors moi, je fais direct un parallèle avec la trilogie du samedi qu'on pouvait voir sur M6. Ah, mais la trilogie du samedi, j'attendais ça toute la semaine et Avec surtout. Charmed. Alors, moi, j'allais dire surtout, j'attendais Buffy contre les vampires avec mon amour de jeunesse. On se demande pourquoi. Ah, mais franchement, j'avais des posters de partout. C'était super bien. Buffy contre les vampires. Moi, c'est j'ai vrai. toujours adoré parce que il y avait cette espèce de, comment je pourrais dire, c'était le mix and match de tout ce que tu peux trouver sur l'ambiance de l'horreur. Justement, il y a du vampire, il y a du fantôme, il y a du monstre, il y a un petit peu tout. Et il y a des épisodes, franchement. Alors, je me les suis tous refaits il y a pas longtemps. Je crois, il y a 1 an et demi. Déjà, je tiens à dire que ça a super bien vieilli.
parce qu'il y avait les effets spéciaux beaucoup et de tout. costumes. Alors, il faut regarder avec un certain second degré quand même. Mais le fait que ça soit il faut mieux un costume Que et du maquillage qu'un effet spécial en On est carton. d'accord. Et franchement, il y a beaucoup de trucs comme ça qui ont bien fonctionné. Et ce côté un petit peu teen movie, campus movie, ça m'a fait penser à ça. Et ça m'a fait penser aussi à un film qui s'appelle La main qui tue. Ah, celui-là, je le connais pas. Tu le connais pas? Alors Pas moi, ça encore. m'a fait, en fait, le côté Famille Adams avec le côté de la chose. Alors c'est une comédie d'épouvante. D'accord. Et c'est vraiment, tu vois, il y a une main qui est là pour tuer tout le monde. Ils savent pas quoi en faire, ils la mettent dans un micro-ondes, ils se font poursuivre et tout. C'est assez burlesque, mais franchement, je regardais ça il y a 25 ans. C'était un super teen movie. Justement sur ce thème-là, c'est une bonne comédie quoi. Et ça s'y prête à cet univers, je trouve un petit peu Tim Burton. Bah, je le regarderai. Et ben, je le tu regarderai. verras, tu ne seras pas déçu, mon chichi. Et ben, j'en profite pour enchaîner parce que je suis dans mon phrasé. Alors moi, je vais vous parler d'un manga. Manga, c'était pas facile à caler dans cet univers d'Halloween. Et ben en fait, moi, je vais vous parler d'une découverte qui est toute récente et ça a été un énorme coup de cœur pour moi. C'est un manga qui s'appelle Bucket List of the Dead. Pourquoi j'ai bien aimé? Parce que en gros, c'est le pitch, c'est un salaryman qui est surexploité, qui est un véritable esclave de son travail, de ses patrons, qui est complètement dépressif, qui a des tendances suicidaires, et il va reprendre le goût à la vie quand il y a une épidémie de zombies qui va toucher Tokyo. Ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'on a un traitement inverse de l'univers du zombie. C'est-à-dire que l'œuvre, elle commence, tout est gris, tout est triste, tout est étriqué, et là, quand il apprend que les zombies arrivent, la caméra, elle s'étend, tout redevient coloré et il explose de joie. Et ce qui est censé être quelque chose de dramatique, ça va être un renouveau pour lui. Et ce côté inversé de l'enfer du monde du travail et de cet apocalypse zombie qui symbolise le renouveau, j'ai trouvé ça génial. C'est une ode à la vie, c'est une bouffée de fraîcheur sur un thème zombie et thème qui plus est que j'adore parce que j'ai cette petite projection personnelle où je me suis toujours dit, quand il y a des zombies, moi je suis calé. Là, je sais ce qu'il faut, je prends cette arme, je fais ça, je vais chercher un sac à dos, je vais à Decathlon, je suis là, je suis prêt, je suis sûr de survivre. Et là, bah, le héros, c'est un petit peu ce qu'il fait. Il prend ça comme une aventure et c'est un pur kiff à lire et à regarder. Et bah, tu vois, Floum, ça me fait penser à un film, c'est Zombieland. Ah, On est à peu près dans le ah, même... la folie, j'adore. Il J'adore, existe deux j'adore. films et c'est exactement, c'est à peu près dans la même veine où des survivants essayent de faire ce qu'ils peuvent avec les armes qu'ils peuvent, mais toujours dans une façon assez légère. Il y a un côté what the fuck un peu, c'est genre ça, Exactement. c'est l'anarchie, on y va, on fait ce qu'on veut quoi. On n'est C'est pas, un voilà, défouloir. exactement, Mm. exactement. C'est très intéressant. Et en parlant de what the fuck de zombies, j'ai une petite anecdote si tu veux. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu connais Peter Jackson? Ah mais Peter Jackson. Qui est cette Peter personne? Jackson. Est-ce que ce serait pas un petit cinéaste amateur qui a fait 2-3 bons films, Très amateur. une bonne trilogie, non? C'est quelqu'un, on est d'accord? Et bah tu sauras que ses premiers films sont à voir. Je vais vous en parler d'un qui s'appelle Brain Dead. Il a voulu commencer dans les Pas le films. même univers. Pas du tout le Que même c'est un univers. jeu. Pas du tout le même univers. C'est très amateur. C'est quand même Peter Jackson. Et le thème vraiment de son film, c'était des zombies et du sang. Donc c'est un niveau de gore et de sang qui est tellement haut que ça te fait rire. Ok. Je On vois le est, genre. on est dans du zombie. Par exemple, j'ai une scène que je me rappelle. Le protagoniste, pour avancer, il a plein de zombies. Il prend une tondeuse à gazon. Il démarre la tondeuse à gazon et il avance pour déchiqueter les Je suis zombies. pas un mentier de zombie quoi. C'est vraiment hilarant. Par contre, c'est un petit nanar, mais c'est Peter Jackson. C'est un nanar culte. C'est un nanar culte. Ouais, C'est mais- Peter Jackson. Ouais, voilà, on n'insultera jamais Peter Jackson. Et franchement, alors on fait une petite aparté sur les nanars, mais c'est un genre très particulier. Le nanar. On parlait de frontières, on parlait de funambule. Tout à l'heure, ça peut basculer d'un moment, d'un côté comme de l'autre. Il faut faire très très attention avec les nanars. J'espère un jour que tu feras un podcast sur les nanars parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire Eh ben, aussi.
En fait, en le disant, je me suis dit, effectivement, il faudra qu'on prenne rendez-vous ensemble et on va en animer un tous les Parce deux. que je pense que j'ai vu autant de nanars que de films d'horreur. Il y aura des trucs à dire. Moi, je voulais juste revenir simplement sur Bucket List of the Dead, Ok. le manga dont tu m'as parlé. Bah écoute, moi, en tout cas, je trouve ça super que dans tout ce que vous me dites là, de toutes ces références un petit peu horrifiques, bah, je trouve que là, ce manga-là, il est presque philosophique. Je suis d'accord. Moi, la première fois que tu m'as raconté le pitch, je me suis vraiment dit, non mais c'est de la philosophie quoi. Est-ce qu'on n'est pas en train tous de courir après la vie, de courir après le temps, de courir après les expériences et de tout louper. Et je trouve que c'est un super film à faire découvrir à Oui. super manga, excuse-moi, à faire découvrir à plein de monde. J'ai vu 2-3 images, en plus ça a l'air bien dessiné. Donc, C'est beau, c'est j'ai- Très joli, Ouais, je l'ai vu il y a pas c'est longtemps. c'est assez très pop, joli. tu te fais plaisir et t'en oublies un peu cet univers-là parce que tu kiffes avec lui. Et on est loin du Walking Dead, on est loin du Resident Evil, on est loin de toutes ces œuvres-là. Et c'était une bouffée de fraîcheur, vraiment. Ouais, vraiment, j'ai hâte de regarder la suite. Et en parlant de What the fuck, Chichi, tu veux nous parler de quelque chose encore? Alors, on est encore dans l'horreur, mais dans l'horreur très particulier. J'aimerais te parler de Scary Movie. Alors, il faut savoir que Scary Movie, c'est un film comique qui parodie plein de films d'horreur. Ouais. De Scary Movie, je sais pas combien il y en a eu, je pense 5, peut-être même un Ouais, sixième. je crois que ça a continué après, les plus connus. Peut-être, mais les meilleurs, ce sont les 2 premiers. Ouais. C'est vraiment... Alors, c'est un humour assez américain, si je peux me permettre, un peu Microbe. en dessous de la ceinture. Par contre, qu'est-ce qu'on a rigolé, Ah qu'est-ce ouais. que j'ai rigolé. Et par contre, ça me faisait repenser à chaque fois à tous les films d'horreur que j'avais vus. Donc, c'est un peu un effet un peu nostalgique quand tu le regardes. Bah, moi, ça m'a un peu fait peur quand même, Scary Movie, certaines scènes. Après, ça part un peu en cacahuète. On a laissé un mais blanc. bon. Non, alors, tu peux pas avoir peur devant Scary Movie, c'est pas Bah, possible. le masque, il fait quand même peur, non? Mais le masque, il sourit. Donc, bah, Il oui, est ça- tout stone. Bah, ça fait peur. Ah, bon, non, mais écoute, Quand- je comprends. Quand il crie Waza, moi, ça m'a fait peur. Qu'est-ce Non, mais qu'il il y a- a quand même des scènes où il surgit de nulle part et ça fait un peu sursauter, non? Alors, Scream, oui, ça fait peur. C'est un serial killer un petit peu horreur et Bon, tu c'est de pourras là ils ont couper au fait. montage. Non, mais je le laisse, moi je trouve ça très bien. Mais Scream, oui, Scream, je les avais en cassette, ça fait peur. Mais ça reprenait un petit peu toute cette ambiance, cette époque où il y avait du Souviens-toi l'été dernier, il y avait du Scream, il y avait la maison hantée, il y avait toutes ces choses-là, et c'est vrai qu'ils l'ont condensé dans Scary Movie pour faire une œuvre satirique. Merci. Bon, bah, j'en dirai pas plus sur mes angoisses. La psychanalyse. Voilà, je vais rentrer chez moi et réfléchir à mon avenir. Moi, je pensais que t'allais enchaîner sur This Is the End, Ouais, c'est mais clair. Non, mais en fait, je m'attendais pas à Scary Movie, ça faisait un peu peur. C'est le film qui fait le moins peur du monde. Enfin, moi, je trouvais ça un peu flippant. Bref. Ah, bah, ça me fait penser à This Is the End, qui est un film... De lendemain de soirée. De lendemain de soirée. De dimanche après-midi. Ouais. Ah, complètement. Un film de dimanche après-midi quand tu décuves d'une bonne soirée. Je suis complètement Je pense d'accord. que c'est vraiment le film pour ça. Et sur le barres coup, de quand rire ça sociaux. démarre, moi, je me suis dit que ça allait être peut-être un tout petit peu sérieux. Mais en fait, pas du tout. Enfin, donc, en gros, This Is the End, c'est une apocalypse avec, Chez les stars. avec des acteurs ultra connus américains. Et là, il y a vraiment une satire énorme de leur vie, de leur personne, en fait. Je dirais même pas de leur De personnage. leurs mais juste problèmes, la qui ils sont, rationalisation en des problèmes. et donc de ces voir personnes-là. qui se comporte, mais comme un gros chien, quand c'est la fin du monde, ça par contre c'est vraiment très drôle. Donc bah écoutez, si vous avez rien à faire, je vous le conseille. Bah, en plus, ils jouent leur propre rôle. jouent leur propre C'est ça rôle. qui est super stylé, je trouve. Bah là pour moi c'est vraiment Seth Rogen qui s'est tapé un gros délire avec ses potes. Ah bah oui. Enfin clairement il a fait juste un film Moi, pour je faire un trouve que délire. le meilleur rôle, c'est Emma Watson. Mais bon, c'est très personnel. Ah, moi, j'ai beaucoup aimé. Comment il s'appelle James Franco dedans. Oui, James Oui, Franco. James Ah là là, la Franco. folie. Il est bien. James Franco. C'était un très bon film. Oui, on est dans un niveau encore comédie. Est-ce que ce serait pas le moment un petit peu de passer à l'étage supérieur? Là, on commence à se calmer un petit peu et on va rentrer dans l'étage de la terreur. Et c'est Chaton qui ouvre le bal.
Alors, dans les tâches de la terreur, je n'ai pas beaucoup d'expérience, donc je vais vous parler d'un livre, hein, pour changer. Je vais vous parler d'un livre qui s'appelle La 9e maison de Leigh Bardugo. Donc, vous commencez à la connaître. Est-ce qu'elle n'aurait pas fait la saga Grisha Exactement, c'est l'autrice de la saga Grisha, de Six of Crows. Et là, en fait, elle s'est lancée dans du fantastique adulte. Pour moi, le pari, il est réussi parce qu'elle a réussi à créer un thriller horrifique qui s'appelle La 9e maison. Et là, il y a la suite qui s'appelle Hellbent qui vient de sortir, que j'ai pas encore lu, mais qui a l'air vraiment tout aussi génial. Pour vous faire le résumé rapide, c'est l'histoire d'Alex Stern, une jeune fille qui n'a vraiment pas eu une adolescence facile, qui va très vite quitter l'école et se retrouver à errer dans un monde sombre, sans aucune perspective d'avenir. Et un jour, à 20 ans, elle vit un drame. Elle va être la seule survivante d'un mystérieux massacre. Et peu de temps après, on va lui proposer quelque chose. Une chance va s'offrir à elle, à savoir intégrer la plus grande université, la prestigieuse université de Yale. Et elle va intégrer la 9e maison, qui est une société secrète qui doit surveiller les 8 autres sociétés secrètes de Yale qui, fun fact, existent vraiment. Sauf que dans le livre, ces sociétés secrètes, qu'est-ce qu'elles font ? Elles pratiquent les arts occultes. Pas mal. Les arts occultes, il y a une bonne base. Ouais, voilà. Donc ça va parler un petit peu exorcisme, fantôme, toutes ces choses comme ça. Et pourquoi est-ce que on lui demande d'intégrer cette maison ? C'est parce qu'elle a un pouvoir très spécial. Alex arrive à voir les fantômes. Waouh. Donc voilà. On est bien dans le thème. Tout à Et fait. t'arrives à lire ça, toi, ça va. Et j'arrive à lire ça. Comment ça va dans ta vie ? Eh écoute, j'avais quelques sueurs froides, mais ce qui est bien, c'est que je pouvais refermer le livre quand je le souhaitais. C'est vrai. Et donc l'autrice, elle a vraiment... Bon, il y a le chat de Chichi qui s'ambiance. Il est dans le niveau terreur avec nous. Comment être possédé. En fait, l'autrice, elle a réussi à travailler son world building autour de Yale de manière hyper efficace. Enfin, moi, quand je lis son livre, j'ai vraiment l'impression de me balader sur le campus. Enfin, elle est trop forte pour ça. Le personnage principal est également très attachant. En fait, il y a 2 timelines dans le livre. Il y a le présent et il y a le passé. Et il y a beaucoup du passé d'Alex, dans lequel on va comprendre qu'elle a eu une enfance hyper sordide, et ça va nous permettre de la comprendre un peu mieux et de comprendre ses réactions. Il y a également un deuxième protagoniste qui est un petit peu son mentor, qui s'appelle Darlington, qui est hyper travaillé. C'est un personnage qui est trop bien. Il est... vraiment, j'arrive pas trop à le décrire parce qu'il est vraiment hyper intéressant comme personnage. Et en fait, elle est hyper forte, Leigh Bardugo, pour façonner ses personnages, mais d'une manière hyper précise. Il y a énormément d'angoisse dans ce roman. Et en fait, il y a la juxtaposition de plusieurs événements. On va avoir tous les rites démoniaques qui sont liés aux différentes maisons, aux différentes sociétés secrètes, qui vont rythmer le livre, mais également la quête d'Alex qui va essayer de résoudre un meurtre. Donc elle va également pouvoir communiquer avec les fantômes pour pouvoir résoudre ce meurtre-là. Donc c'est vraiment génial, je vous en dis pas plus, mais c'est top. Et ce que j'aime le plus dans ce livre, c'est l'ambiance Dark Academia. Donc qu'est-ce que c'est l'ambiance Dark Academia ? Qu'est-ce que c'est l'ambiance Dark Academia ? Et l'ambiance Dark Academia, je vais vous le dire, c'est une ambiance en fait qui se passe dans des écoles, sur des campus, souvent dans des universités anglo-saxonnes, avec des sociétés secrètes, des secrets, plein de choses comme ça. Et il y a toujours chez les personnages principaux un côté hyper mélancolique, avec un gros background, des personnages tourmentés. Et donc je sais pas si vous voyez tout ce dont je vous ai parlé avant, mais il y a quand même toujours un côté Dark Academia, avec Poudlard, avec la Nevermore Academy, et avec l'université de Yale de Leigh Bardugo. Et en fait, moi je trouve que c'est vrai que ça a l'air un peu plus puissant, ce que tu nous décris oui, ça c'est beaucoup tout à plus l'heure. puissant, mais la Dark Academia, pour moi, c'est vraiment un style qui est très Halloween. Mais rien que le titre, je trouve la 9e maison,
C'est mystérieux. Ouais, voilà, c'est très C'est mystérieux. hyper Il y a une mystérieux. ambiance assez sombre qui se dégage de ça. En tout cas, je vous le dis, c'est hyper addictif. Dans les 200 dernières pages, ça part mais tellement vite que tu ne peux même pas arrêter ton roman. Enfin, t'es obligé de lire jusqu'à 6h du mat. C'est prenant, c'est complexe. Par contre, c'est quand même pour un public averti parce qu'il y a certaines scènes assez explicites. Donc, voilà. Est-ce que chaton, tu as fait des cauchemars? Non. Pas encore. Pas encore. J'ai fait des rêves sur Darlington, mais bon, c'était pas le même genre. C'était quoi comme rêve? Ça avait pas l'air bien. Je n'en dis pas plus. Ça avait pas l'air bien épouvantable. Mais pour poursuivre sur les livres, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Le Livre sans nom. Je sais pas si vous connaissez. Bah, moi, oui, du coup. Tu pourras nous dire son nom quand même. Et oui, c'est son nom. En fait, c'est pour le pitch, en fait, c'est très difficile à pitcher. En fait, c'est comme si on te demande de pitcher un film de Tarantino, c'est assez compliqué. En gros, il y a un serial killer qui va assassiner ceux qui ont eu la malchance de lire un livre énigmatique, et il y a une seule victime qui est encore vivante du tueur qui se réveille 5 ans après et qui est amnésique. Ça paraît pas fou comme ça, mais c'est un espèce de foutoir jouissif. C'est comme si vous aviez... on parlait de Tarantino qui a croisé le mec qui a fait Supernatural et ils se sont dit on va en faire un livre. D'accord. Il y a du rock, il y a des références geeks, il y a du vampire, il y a de l'alcool, il y a du tabac, il y a du surnaturel, il y a du badass, il y a de la Tout ce testostérone. qu'on aime. Franchement, à lire, je pensais pas avoir un côté très rock'n'roll comme ça. D'accord. Et ce que j'ai bien aimé, pour le coup, il y a 2 choses. La première, le vampire, il est vénère dedans. C'est pas ce qu'on disait au début, c'est le vampire qui est là, qui est malsain, qui est sale. Le vampire, il est sale, il est nauséabond, il est vicieux, il est pas beau, il est vraiment... Tout l'inverse de Twilight. Ouais, il est pas en train de briller à la lumière du jour, quoi. Il est pas Ça en serait train de bizarre pour un cachemire. vampire, mais Voilà, oui, exactement. bien sûr. Donc là, il est vraiment sale. Et en plus de ça, c'est un auteur qui a publié ça anonymement. D'accord. Ça a eu un succès. Le titre. D'où le titre. Et quand tu achètes les bouquins, il y a marqué anonyme et tout. C'est vraiment, il y a une ambiance autour de ce livre que j'ai trouvé vraiment génial. C'est un page turner. Ça se lit en avec une rapidité déconcertante. Pourtant, Dieu sait que moi, je suis extrêmement lent pour lire un livre et ça fait partie des rares bouquins que j'ai pu enchaîner. Et c'est un pur kiff, mais il y a quand même cette ambiance un peu sombre, un peu malsaine, malaisante, et tu as peur pour les personnages. Et je trouve pas, à partir du moment où tu as peur pour les personnages, tu rentres dans quand même quelque chose d'assez dramatique. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre qui s'est décliné en saga parce qu'il y a des suites, il y a des spin-offs, et c'était un vrai kiff de découvrir tout ça. Moi, j'aimerais juste rajouter dans tout ce qui est la partie livre, qui pour moi, je pense, est le maître de l'horreur au niveau livre, c'est Stephen King. Ah bah bien sûr. oui. Moi, je t'avoue que j'ai vu surtout des adaptations en film de ses livres, comme le plus connu par exemple Shining. Ouais, ok. Porté par un acteur que tu aimerais pas croiser dans un hôtel le soir? Un film que beaucoup de personnes connaissent avec la phobie des clowns. Ça, Il est de on retour. est déjà un clown, Il est franchement. horrible ce film. Mais même un clown, tu prends n'importe quel clown. Enfin, je vous dis ça comme si je l'avais regardé, mais en fait, les extraits m'ont fait peur. Il est horrible. La bande-annonce, ça fait peur. La bande-annonce fait peur. Alors moi, j'ai vu les 2 versions, la version ancienne et la version qui est sortie il y a pas longtemps. Les 2 sont très bien. Ok. Les 2 font... Donc l'adaptation, le reboot est réussi. Les 2 font Ce qui est l'effet. assez rare quand même. Je vais recentrer un petit peu la chose, moi pour le coup sur la peur, parce que je vais revenir sur un jeu, mais là pour le coup un jeu qui m'a fait flipper, c'est toute la saga Resident Evil, qui est une saga de jeux mondialement connue et qui fait partie du panthéon du jeu vidéo. Les premiers sont sortis sur PlayStation 1. Si je ne me trompe pas, Ça fait il y a longtemps. ça a dû sortir sur du 96, 95, Ça voire rajeunit pas, 97, Ils étaient très bons. qui ont pour moi fait une vraie masterclass sur l'univers du zombie, avec cette ville de Raccoon City qui est citée dans tous les opus, même jusqu'à maintenant, ce fameux virus T. Ils ont réussi à créer un univers qui fonctionne, qui est cohérent et qui est inépuisable, chose qui n'est pas forcément facile. Mais moi, je vais vous parler surtout des premiers jeux, qui étaient pour moi les plus oppressants,
parce que j'ai décroché un peu à partir du Resident Evil 5 qui était sorti sur Xbox 360, où là, les zombies à moto, les zombies avec des armes à feu, pour moi, on n'était plus dans l'angoisse. On était un petit peu dans L'action. ouais, l'action, le délire total, et on a perdu ce côté épouvante, ce côté oppressant, parce que les premiers, voilà, c'était de la survie. T'as pas beaucoup de munitions. On se rappelle des chiens. Oh, les chiens, les chiens, Doberman, l'angoisse, quoi. les zombies qui arrivent des fenêtres, qui te sautent dessus d'un coup. C'était vraiment un jeu qui ont réussi à rendre une immersion totale. Je cite aussi un zombie dedans, c'est le Nemesis Resident Evil 3. Bah pourquoi il faisait flipper? Parce qu'il était intuable. C'est-à-dire qu'à un moment, certains moments clés du jeu, tu voyais ce Nemesis qui apparaissait, tu ne pouvais que fuir. C'est-à-dire que tu pouvais avoir toutes les armes que tu voulais, tu pouvais faire ce que tu voulais, tu ne pouvais pas l'affronter, tu étais obligé de courir. Et ben ça, quand t'es tout seul chez toi, que t'es adolescent, que tu joues dans le noir, et ben franchement, c'est un jeu qui fait flipper. Moi, je vous le dis. Je voulais juste continuer sur toujours l'ambiance zombie, mais assez angoissante. J'aimerais vous parler de 2 films. 28 jours plus tard, Meilleur film zombie. avec sa suite 28 Les semaines deux plus meilleurs. tard. Le premier avec un très grand acteur, Cillian Murphy, Oh là là. qu'on connaît tous dans Peaky Ouf. Blinders. Ouais. Ah, c'est Cillian Murphy. Exactement, ouais. Le premier, Mais il était jeune hein, à l'époque. il était très jeune, Ouais. c'est vrai qu'il était très jeune. Le premier film, on le voit se réveiller dans d'un hôpital. Il marche dans Londres. Londres est vide. Ok. Je sais pas si vous êtes déjà allé à Londres, c'est impossible. C'est rarement parce que vide. C'est rarement vide. Ce premier film est très psychologique. Très très psychologique. Sa suite, 28 semaines plus tard, est plus tournée dans l'horreur de survie, Oui. si je pourrais dire ça. Plus ce sont des zombies agressifs Ouais. qui courent. Ah oui. Ça fait flipper. Mais hein, c'était aussi. une des premières fois qu'on voyait des zombies aussi vifs. Il y avait aussi le film avec Will Smith, là, où ils sont hyper Je violents. suis une légende. Ah, je Ouais. suis une légende. Fatal ce film. Et ben moi, du coup, quand tu parles comme ça de ce genre de film, justement, tu parlais des zombies qui courent vite. Bah moi, justement, je peux pas regarder les films comme ça quand les zombies courent vite parce que je trouve que c'est vraiment trop flippant. C'est vraiment un stade de flippance qui est trop important. Par contre, j'ai réussi à regarder Walking Dead, où là, les zombies sont très duke. Ils sont vraiment, ils sont un peu flemmes, Ils ces sont peu zombies-là. dangereux. Ouais. Mais en fait, ils sont peu dangereux, mais les gens, ils arrivent quand même à se faire tous tuer quand même par des- C'est le nombre en fait. Ils Ouais, sont prisonniers, ils se font. Mais comme quoi, même quand tu connais les règles du jeu, bah tu peux quand même te faire avoir. Bah Te faire avoir. après, de toute façon, dans Walking Dead, le danger c'est le danger c'est l'humain, c'est pas le zombie. Bah dans la première saison, quand même, le zombie, ça reste une grosse menace. Oui. Bah parce que ouais, c'est vrai qu'ils plantent le décor, puis ça démarre dans une ville. Bah en fait, on parlait de Cillian Murphy qui se réveille Oui. tout seul à Londres. Walking Dead, ça démarre pareil. Hein. C'est vrai. Ouais. Il se réveille C'est vrai. dans un hôpital, il sait pas trop ce qui s'est passé, c'est un petit peu le même début, et après ils sont tout de suite dans la grande ville avec la scène du tank, etc. Est-ce que toi t'as un petit film sous le coup de la chichi? Alors un petit Un film. petit je sais pas si film, c'est un film petit- mounet. Je sais pas si c'est un petit film, mais en tous les cas, moi, c'est le premier film d'horreur, de vrai film d'horreur que Ouais. je me souviens. Ok, S'appelle The Ring. très très bon. Ça c'est du lourd. Je t'avoue que moi, je l'avais vu, j'étais adolescent, j'étais Ouais. avec un très bon pote à moi, Yannis, si tu nous entends. On était au Maroc, dans une très grande maison. Il n'y avait pas grand monde. Et on est allé louer des DVD. Heureusement que c'était un DVD et pas une cassette. Oui, gros flip sinon. Un gros flip pour regarder The Ring. Et je t'avoue que c'est vraiment le premier film d'horreur où j'ai passé une très mauvaise nuit. Ok, Pour les puristes, je suis désolé, j'ai vu la version américaine, pas la version japonaise. Ouais. Ah oui. Mais en tous les cas, rien que la version américaine, elle fait vraiment son effet. Pour faire le pitch très rapidement, on a une cassette qui est hantée. Si on la regarde à la fin, on a un petit coup de téléphone d'une personne qui dit « Vous allez mourir ». Et quelques jours ou semaines après, une jeune fille vient sortir de votre télé pour venir vous tuer. Quand tu le racontes comme ça a l'air presque drôle. bah écoute, Alors, regarde-le. C'est alors- aussi drôle que Scary Movie. Ah bah alors je regarde pas. Hein. Non, franchement, il est angoissant ce film. Il est hyper angoissant Ah parce ouais. qu'en plus on regarde la cassette avec les protagonistes Ouais. et dans les images, donc dans cette cassette là, il y a plein de micro-scènes où on ne comprend pas réellement ce qui se passe. Par exemple, on voit un cheval courir et sauter d'une falaise. On se dit, bon,
qu'est-ce qui se passe? Ouais, cette vidéo est chelou déjà. On voit par exemple une dame se coiffer dans un miroir et juste après elle se tire les cheveux. On se demande qu'est-ce qui se passe. Ouais, Je t'avoue c'est que... pesant, c'est pesant. Et une fois qu'on a fini de regarder le film, on se dit, si à ce moment-là il y a un de tes potes qui t'appelle, je t'avoue que tu fais pas le malin. Bah tu décroches pas. Ah oui, ouais, Pas vu, pas pris. On se rappellera tous aussi du bruit de The Grudge, Ah. le petit Ro. Ouais. Le petit lancement. Voilà, la terreur touche à sa fin. Je pense qu'il est temps maintenant d'aller à notre dernier étage et de passer. Et ouais, on l'attendait. Ah, on l'attendait. On depuis l'attendait. le début. Chaton est là, trépigne d'impatience. Et c'est d'ailleurs elle qui va ouvrir la porte du niveau cauchemar. C'est parti. Alors, j'ouvre la porte du niveau cauchemar, mais je dirais juste que je l'entrouvre parce que je Avec n'ai un petit pas, œil qui voilà, passe comme je ça. n'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine. J'ai décidé de vous parler de quelque chose qui m'a terrifiée, à savoir la série American Horror Story, qui est une série télé qui a été créée par Ryan Murphy. C'est une série d'horreur... tout ce qu'il y a de plus flippant. La première saison traite du thème de la maison hantée et malheureusement je ne pourrais pas vous parler de beaucoup de choses à part des 20 premières minutes du premier épisode qui sont les seules minutes que j'ai réussi à supporter. Donc c'était tellement dérangeant, c'était profondément sordide et beaucoup trop flippant pour mon petit cœur. Donc j'ai tout de suite arrêté. J'étais là. Je peux vous confirmer qu'on n'a pas regardé longtemps. C'est ce dont je parlais tout à l'heure avant le podcast. Je disais que je trouve que ce qu'il y a de plus flippant pour moi, c'est quand justement c'est un peu des choses qui pourraient arriver dans la vraie vie. À savoir que au début... Une maison hantée. Bah non, au début quand tu rentres, tu te demandes simplement si c'est pas les gens qui souffrent d'une maladie psychiatrique ou des choses comme ça et tu n'arrives pas à savoir si c'est vraiment des vraies visions, Oui, si c'est... Je vois ce que tu veux dire. Et je trouve que ça, quand tu oscilles entre la réalité, le rêve, tu sais pas si ça s'est vraiment passé ou pas. C'est la C'est quelque suggestion chose- voilà, qui est c'est quelque angoissante. chose qui pourrait être tout à fait c'est vrai le... en fait. Après, c'est le but, puisque ce sont des légendes urbaines, Ouais, américaines, tournées sur l'horreur. Moi, personnellement, cette série, j'ai vraiment bien aimé. J'ai regardé plusieurs saisons, puisqu'il faut savoir que chaque saison, c'est un thème c'est un thème différent. Ouais. différent. Par exemple, j'ai bien aimé la saison sur Asylum, donc c'était dans un asile, ou la saison... C'est la saison 2, non? C'est la saison 2 ou 3, je crois, il faudra que je Ouais. vérifie. Et il y a du gros C'est la saison 2, lourd au niveau effectivement. des Apparemment, acteurs c'est la aussi. meilleure, hein. la saison 2. Attention, Les hein. acteurs, Ils ont pas pris n'importe qui. Ils sont très forts, oui. Ou pareil, la quatrième saison, Freak Show, c'est dans le thème du cirque, Ouais. si tu veux. Ouais, ah bah, le Avec des cirque, clowns, avec des gens inépuisable. hyper dérangés, des gens difformes. Ouais. Ou la dernière saison que j'ai vue, je crois que c'était Hostel, enfin, c'était dans un hôtel, si tu Ouais. veux. Et tout était fait, ça m'a un peu rappelé Chambre 1408. Je le conseille réellement, mais c'est vrai que pour moi, on n'est pas à ce niveau-là d'horreur. Mais Mais- après, je peux complètement comprendre que ça peut être terrifiant. Et je pense que c'est le format qui veut ça, parce qu'une série horrifique, c'est quand même particulier. C'est vrai. Alors qu'un film d'horreur, quand tu prends sa direction artistique, sa découpe, elle est assez classique, parce que on a essayé de s'en inspirer quand on a fait le podcast. T'as cette montée en puissance Bien de sûr. l'angoisse sur un format de série, sur un épisode de 40-50 minutes. Je trouve que le challenge est un peu plus ardu, quoi. Pour réussir à créer de l'angoisse sur 40 minutes, c'est quand même pas évident. Bah, déjà, je trouve que ce qui est dérangeant, c'est qu'apparemment, dans chaque saison, tu as les mêmes acteurs qui reviennent, mais qui jouent des rôles différents. Je trouve que c'est déjà complètement... Enfin, C'était pas fait pour toi, alambiqué, quoi. quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Là où je te rejoins complètement, Chaton, dans ce côté, et si c'était vrai, les choses qui me font le plus peur, moi, dans les œuvres d'horreur, c'est tout ce qui va traiter autour de la possession, du diable, des choses comme ça, et j'ai vu le film L'Exorciste il y a longtemps, alors qui, moi, je trouve, on le regarde maintenant, ne fait pas peur du tout, sauf les 20 premières minutes, où tout est suggéré, Bien il sûr. se passe un truc, il y a une atmosphère très pesante,
ça monte en puissance, tu sens que la petite, elle est pas dans son état normal, il y a quelque chose qui commence à germer, alors qu'après, une fois qu'elle est possédée, c'est un petit peu du gore dégueulasse, De toute façon, vulgaire. Pour moi, le bon film d'horreur, c'est que tu ne sais pas quelle est vraiment la menace. Ouais, Tant que tu n'as pas vu la menace ferait vraiment très peur. Une fois que tu l'as vue, la tension redescend. ouais, c'est vrai. Pour moi, c'est ça. Bah, tu vois, on parle de suggestion, de menaces, d'intensité dans l'angoisse. Moi, le souvenir le plus effrayant que j'ai Oui. devant une œuvre comme ça, c'est le projet Blair Witch. Incroyable. La façon dont ça a été fait, ce côté caméra embarquée, immersion totale, et je reviens sur ce que je disais sur on a banalisé les sorcières, tu vois. Bien sûr. En fait, on peut toujours les tourner d'une manière assez sombre, assez dark. Moi, j'avais vu ça, j'étais adolescent, je l'avais loué dans un vidéocassette. J'étais dans le noir, tout seul, à regarder ça. C'était horrible. Non mais parce qu'il se passe plein de trucs avec la caméra, tu vois pas ce qui se passe autour, t'entends des cris. D'un coup, la caméra elle tombe, tu vois des gens qui courent, tu vois quasiment jamais ce qui se passe. Très Ou immersif. tu le vois, tu sais, par image subliminale comme ça. Très immersif. La scène de la tente, s'il te plaît, Incroyable. qui est une scène récurrente où t'entends des cris, des rires d'enfants dans une tente au milieu de la forêt. Moi j'étais sous ma couette comme ça, c'est pas possible. On va dire que le week-end d'après, tu fais pas de bivouac, quoi. Ah mais tu ne fais plus de camping. C'est terminé. C'est terminé. terminé. Il y a des enfants dans votre camping, moi je ne viens pas. C'est mort. Et c'est mon souvenir, la réelle angoisse, tu sais, devant quelque chose. Et je le conseille à toute personne qui aimerait voir un grand classique. Je pense que c'est un classique maintenant. Ah bah oui. Et je pense qu'il faut le voir parce que mine de rien, des œuvres faites comme ça, il y en a pas tant. Moi, j'aimerais juste rebondir sur ce point-là. On est toujours dans le même monde, du style cinématographique qu'est le projet Blair Witch, Ouais, qui apparemment s'appelait le Found Footage. oui. C'est un autre film, un film espagnol qui s'appelle Rec. Ouais. Rec, en gros, enregistré. Pour faire le pitch très rapidement, on suit une équipe de reporters, une journaliste et son caméraman, qui vont intervenir avec des pompiers dans un immeuble où il y a une personne qui se trouve mal. Je l'ai vu. Pendant le film, on voit qu'ils ne peuvent plus sortir de cet immeuble et que finalement la personne qui est dérangée, elle a vraiment beaucoup de problèmes. Ce qui, moi, personnellement, m'a fait vraiment très très peur, c'est qu'on a toujours le point de vue du caméraman. Oui. Ah bah ouais. On n'a pas un point de vue extérieur, on n'a que le point de vue de la caméra. Donc c'est-à-dire que si le caméraman ne filme pas, on ne voit pas. Et Ouais. tout ce qu'il filme, on le voit. Et sinon tu l'entends. Ou sinon tu l'entends. Quel enfer. Oh là là, c'était dur. T'as envie hein. de tourner ta télé, tu te dis peut-être si je tourne la télé, j'aurai peut-être les images d'à côté, tu vois. Et c'était... Mais je l'ai vu maintenant que tu me le dis, j'étais pas bien. Donc, Surtout à la fin, ou parce que pendant tout le début, il y a l'électricité encore quand tu es dans l'immeuble, tu peux voir un peu ce qui se passe. À la fin, ils mettent leur caméra sur le mode infrarouge, si Ouais. tu veux. Où là, par contre, on voit la journaliste qui est perdue dans le noir. On voit des ombres derrière. On se demande réellement ce qui passe. C'est très, 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 très compliqué. Moi, j'ai adoré. C'était un pur kiff, vraiment un moment génial. C'est un cauchemar, Mais assuré. voilà. Mais par contre, là, on est vraiment du film d'horreur. Si t'aimes le genre, Ah ouais. valeur sûre, avec tous les codes de l'angoisse par les choses que tu comprends pas, par l'angoisse du noir. Je trouve que le côté sombre, le côté je ne vois plus, Je ne vois à la plus, je fois ne sais par les pas problèmes exactement. d'électricité, à la fois par les très très mauvais angles de la caméra, c'est ça qui est le plus compliqué. La en fait. caméra qui n'est pas stable, la caméra qui vibre. On se croit vraiment à l'intérieur. Et tu sais, avec les la protagonistes. respiration du caméraman, Ah, des choses comme ça dans le incroyable, micro. Bah, en incroyable. plus, la peur du noir, ça touche vraiment à la peur la plus enfantine. Quand Oui, on bien était sûr, petits, on avait bien tous sûr. peur du noir et je trouve que ça fait vraiment... Et puis le côté infrarouge, parce que du coup, ça met une image sur ce sur quoi on avait peur. En disant, en fait, quand j'étais dans le noir, ça se trouve, si on avait mis une caméra infrarouge, on aurait vu des trucs qui dansent Et derrière, puis tu c'est vois. vraiment la notion de l'invisible. Ouais. C'est qu'est-ce qui se passe dans le noir, qu'est-ce qui se passe dans les ombres, qu'est-ce qui se passe sous mon lit, quoi. Enfin, c'est vraiment... Mais tu vois, si t'as envie de le regarder là, je Ah non, sens pas que du t'es en tout. train de t'ambiancer. Non. Non. Je me dis juste, par contre, que c'est vraiment... Enfin, le scénariste, il est trop fort. Enfin, ce qu'il a fait, c'est
C'est Ah mais chouette. moi je trouve que la réalisation est incroyable. Et petit budget, je pense, là-dessus. Et vraiment petit budget. Ouais, Vraiment petit budget. c'est une caméra embarquée, un immeuble un peu désaffecté, il y aura deux trois acteurs et c'est C'est fini, simple, quoi. c'est un huis clos. Ouais. Et j'aimerais aussi rebondir sur un autre huis clos qui, pareil, petit budget, c'est l'un des films les plus rentables de l'histoire. Ouais. C'est peut-être pas le film le plus rentable, mais Oui, parce que il y a une belle industrie de l'argent quand même, hein, sur les Bien films sûr. d'horreur. Ah mais bien sûr. Et là, j'aimerais vous parler du film Saw. Ah, Alors, j'adore. je vais recommencer depuis le début. Pour moi, Saw, ça a été ça a été fait par un réalisateur que j'affectionne énormément, qui s'appelle James Wan. Alors James Wan, il faut savoir qu'il Ouais, a fait c'est une quasiment référence dans le milieu. que des ce films bon vieux d'horreur. James. Alors après, il a fait des choses un petit peu plus hors de la route, hein, Fast and Furious 7. Il a fait aussi Aquaman Ah, on 1. touche pas à Fast and Furious. Et James Wan, pour moi, c'est vraiment le réalisateur du moment qui fait vraiment les films d'horreur avec des angoisses très très prenantes. Il maîtrise son sujet. Il a- Excessivement bien. Ouais. Excessivement bien. Par exemple, je te parle donc de film Saw. Le pitch est très simple. Il y a deux personnes qui sont enchaînées dans une salle de bain. Alors, je sais pas si on peut appeler ça une salle de bain ou une boucherie. Ouais. On va dire une salle Une de boucherie bain. de bain. Ou une boucherie de bain, Voilà, si tu veux. ça sonne bien, moi ça me plaît. Et si tu veux, ils ont à peu près 1 heure pour s'entretuer. Le premier Ouais. qui tue l'autre est libéré. Il est génial ce film. Ce qui est Ils se très... connaissent. Et bah c'est ça toute là, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que les deux ne se connaissent pas. C'est un film qui est très psychologique sur où est-ce que l'être humain peut aller pour essayer de survivre. La scène la plus iconique, c'est il y en a un qui est attaché par une jambe, il a une scie, la seule façon de sortir, c'est qu'il se scie la jambe. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va pas le faire? C'est très intéressant. Là est toute la tension. Ouais. Et c'est la première fois, à la fin du film, où je me suis dit, ah ouais, là le réalisateur est quand même très 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 fort. Ouais, et ça c'était nouveau quand C'était même nouveau, dans le c'était dans, nouveau, dans, dans le c'était genre. nouveau. Et c'est un petit peu un escape game de l'horreur aussi. C'est Il y a complètement... des énigmes parce qu'ils sont normalement dans le principe de Saw en capacité de s'en sortir. Il y a quand même une chance. Alors, il y a quand même une chance, Dans le mais 1. ils vont laisser des plumes. Moi, il y a que le premier qui vraiment m'a intéressé par vraiment son aspect psychologique. Certes, gore, mais vraiment psychologique. Ouais. Et j'aimerais te parler d'un film qui, pour moi, est, je pense, le meilleur film d'horreur. En tous les cas, c'est pour moi, c'est Ok, mon ok, avis. ok, je prends. Ça va paraître très bizarre ce que je vais dire, mais je pense que je l'ai vu au moins 5 fois. Mais j'ai vraiment voulu le faire découvrir à chaque personne qui est venue chez moi. Donc Est-ce que tu l'as déjà regardé tout seul? Non, pourquoi? Parce que c'est vraiment, encore une fois, pour moi, un film d'horreur, c'est un partage. Ok. C'est un partage, on a la main dans la main, on regarde un Main dans super la main, film. voilà, c'est... Je comprends, je vois. Alors, et dis-nous en plus. Et ce film, c'est encore une fois, désolé, c'est par ce réalisateur qu'on appelle James Wan. Ok. Ce film, il s'appelle Insidious. On suit une famille avec un père, une mère et 2 enfants. Et un des 2 enfants tombe dans le coma. Sauf qu'on ne sait pas vraiment pourquoi il tombe dans le coma. Ok. Ils vont voir des médecins qui ne comprennent pas pourquoi il tombe dans le coma. La personne est en bonne santé. Mhm. Donc finalement, ils le ramènent chez eux. Et petit à petit, on voit qu'il y a beaucoup de choses dans la maison qui commencent à se passer. Ok. Des manifestations arrivent. Des bruits bizarres Là, on commencent est dans à la arriver. suggestion, on est sur ce qu'on On disait. est complètement Ok. dans la suggestion. On Ok. est dans le film d'horreur de possession, complètement. Tu t'attaches énormément aux personnages. T'as vraiment pas envie, parce que c'est une gentille famille, t'as pas envie Ouais, qu'ils leur avisent. t'as le côté famille. Et quand ça traite avec les enfants, c'est difficile C'est à très regarder difficile. aussi. Hein. Et petit à petit, t'as une montée en puissance. Alors, il y a des jumpscares. Les jumpscares, c'est quoi? Bah, c'est les sursauts, si Ouais. tu veux, si Ouais, on peut dire ouais, ça bien comme sûr. ça. Mais il n'y a pas que ça, puisque à la fin du film, une fois que tu as fini le film, tu y penses encore. Et pour moi, un bon film d'horreur, c'est ça. C'est que quand le soir, tu as du mal à t'endormir, ça, c'est un bon film d'horreur. Ouais. Je vois tout à fait. Tu te couches, tu fermes les yeux, tu vois des trucs qui font Et là, tu te flipper. dis, mais pourquoi il a fait ça? Est-ce que je me mettrais pas une petite lumière d'ambiance Je vais aller vérifier si ma porte est bien fermée. Alors, je te l'avoue, moi, après un film d'horreur, il y a un film comique. Sinon, je peux plus dormir. Ouais, ok. Je vois, ça fait le bon, la médication
après qui va bien. Et juste pour finir, au niveau de Insidious, donc il y a le numéro 1 qui pour moi m'a vraiment sublimé. Ils ont fait une suite, le numéro 2, qui apporte un peu plus C'est au le même lore. réalisateur. Il faudra que je vérifie, Ouais. je crois bien que oui. En tous les cas, le numéro 2, il continue sur l'histoire actuelle qui est très très intéressante. Ok. Bon, après ils en ont fait un 3, un 4, maintenant ils sont à 5. Oui, c'est surexploité. C'est comme tu prends Conjuring. Avec, Ah là avec là, les dossiers Conjuring. Warren, etc. Encore une fois, hein, je le répète, mais Conjuring, on est toujours le même réalisateur, Ouais, mais James Wan, il qui est est incroyable. Il est très très bon. Je crois que ça y est, le cauchemar touche à sa fin. Vous allez pouvoir vous réveiller. En réalité, nous on a passé un super moment. C'était très très sympa. Peut-être pas pour tout le monde. Est-ce que Chaton, tu es toujours là? Est-ce que ça va? Bah écoute, je suis sortie de mon corps pour les 10 dernières minutes, histoire de pas trop écouter vos scénarios d'horreur. J'étais un peu en train de mourir de l'autre côté à tousser, mais je suis pas trop allée dans le noir parce que ça commençait à devenir vraiment trop Tout flippant. c'est d'effroi, je comprends. Chichi, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Merci pour toutes ces anecdotes et cette expertise. On espère vraiment que tu reviendras participer à Love & Geek. Ah bah merci beaucoup, c'était vraiment une expérience incroyable. J'ai adoré de parler d'un sujet qui me fascine, avec vous surtout. Le plaisir est partagé. Place à la suite. La fin d'année va être très 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 chargée, avec notamment la fin de l'Attaque des Titans qui se termine. Donc ça sera début novembre, on sera présent. Et ce sera d'ailleurs le sujet de notre prochain podcast. On vous livrera notre analyse et nos réactions à chaud de ce monstre de la culture geek. On a hâte. Encore merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez apprécié et on vous dit à très bientôt les geekos. Bye bye. Bye bye. Bye bye.